Bonjour tout le monde, donc je vous présente lors de cette vidéo la partie de l'estimation, donc le chapitre d'estimation. Donc la dernière vidéo, on a présenté les lois d'échantillonnage et lorsqu'on a parlé de la loi d'échantillonnage, on a dit on va les utiliser principalement ou premièrement dans le contexte de l'inférence statistique sur les paramètres. Mais en fait, l'inférence statistique sur les paramètres comprend l'estimation qu'on voit ici dans ce chapitre-là et les tests d'hypothèse que nous verrons à l'enregistrement suivant. Donc, l'estimation d'un paramètre consiste à déterminer une statistique qui reflète autant que possible la vraie valeur d'un paramètre. Donc, je vous rappelle que nous, on a défini depuis le début de la terminologie de la statistique, donc on a défini paramètre et statistique. Donc, toujours, c'est quoi un paramètre? C'est quoi une statistique? Un paramètre, c'est une mesure qui caractérise la variable dans la population entière. Donc, ici, c'est la mesure dans la population. Ici, c'est la mesure qui caractérise la variable dans un échantillon. Donc là, nous, ce qu'on utilise, c'est une statistique. On veut étudier un paramètre qui a une valeur inconnue. Donc, mu, c'est un paramètre. X bar, c'est une statistique. Sigma carré, c'est un paramètre. S carré, c'est une statistique. Ainsi de suite. Donc là, nous, c'est quoi l'estimation? C'est de trouver une statistique qui devrait refléter autant que possible la vraie valeur inconnue de ce paramètre. En fait, nous présentons deux méthodes d'estimation. Donc, l'estimation ponctuelle et l'estimation par intervalle de confiance. Donc, on commence par la première partie, l'estimation ponctuelle. C'est quoi l'estimation ponctuelle? En fait, supposons qu'on a X, une variable aléatoire, dont la distribution dépend d'un certain paramètre θ. Donc, Gθ, un paramètre qui pourrait être mu, qui pourrait être sigma carré, qui pourrait être lambda, qui pourrait être P, donc qui pourrait être n'importe quoi. Donc là, j'ai un paramètre θ que je connais pas. Donc, ce θ-là, comme on dit ici, ça pourrait être une exponentielle de paramètre lambda. Donc, lambda, une poisson lambda, ça peut être mu, ça peut être sigma carré dans un contexte de loi normale, ainsi de suite. Et soit x1, x2, xn, un échantillon aléatoire de x. Un estimateur ponctuel de θ est une statistique θ chapeau, donc on met le chapeau en général, qui est une fonction des valeurs, donc des éléments des variables aléatoires qui constituent en fait l'échantillon. Donc cette statistique-là, elle doit vérifier certaines propriétés. Mais comme exemple, pour estimer une moyenne mu, on utilise x bar. Pour estimer la variance sigma carré, on utilise S carré. Donc, ce sont les premiers estimateurs que nous avons étudiés. Par exemple aussi, si j'ajoute un autre exemple, pour estimer P, la proportion d'un succès dans une population. Donc là, on peut dire X, c'est une Bernoulli. Donc X, je dis XI. Donc c'est le nombre de succès pour la IM répétition, pour la IM répétition, là, je vais dire répétition, mais ça pourrait être IMPS, ça peut être n'importe quoi. Donc ici, XI, ça suit une Bernoulli de paramètre P. Donc, si on veut estimer P, en général, même si on ne connaît pas des statistiques, quelqu'un qui veut savoir c'est quoi une proportion de défectueux, une proportion de succès dans un sens large, il va dire, on prend un échantillon de taille N, on a x1, x2 jusqu'à xn, c'est ça l'échantillon qu'on a, puis chacun, ça va être ou bien 1 ou bien 0. Donc là, si je dis y, c'est égal à la somme des xi, ça devient quoi y? Y, comme on a dit, ça suit une binomiale de paramètres np. En général, on fait quoi? On veut savoir le nombre de succès, puis y ici, c'est quoi? C'est le nombre de succès dans l'échantillon. Donc, c'est ça la définition d'une loi binomiale. Puis là, si on veut définir c'est quoi un estimateur d'une proportion, on peut dire P chapeau, c'est égal
Ben, y sur n. Donc, le nombre de succès dans l'échantillon sur n. Donc, ça, P chapeau, c'est un estimateur de P. Par exemple, donc là, on peut, pour chacun des paramètres, on peut se trouver un ou plusieurs estimateurs. Donc, quelques propriétés d'un estimateur. La première propriété ou le premier critère, c'est le biais. C'est quoi le biais d'un estimateur θ chapeau? Donc, si on a un estimateur θ chapeau d'un paramètre θ, le biais est défini par, donc c'est le biais de θ chapeau, c'est égal l'espérance de θ chapeau moins θ. Puis là, quelque chose qui est très important, c'est θ chapeau, c'est une statistique. Donc, c'est une statistique. Puisque c'est une statistique, donc, ça veut dire c'est une fonction, donc des variables aléatoires qui constituent l'échantillon. Donc là, c'est une fonction de variable aléatoire, donc θ chapeau est une variable aléatoire. Or, θ, c'est un paramètre. Et tout paramètre est constant. Donc, c'est un paramètre constant. Donc, il n'y a pas de moyenne. Donc, θ chapeau, c'est une variable aléatoire, c'est une statistique. Donc, on peut déterminer sa moyenne. Donc, on dit qu'un estimateur θ chapeau de θ, il est son biais s'il est en moyenne égale à la vraie valeur du paramètre. Donc, si par exemple, je dis, ben, Gx, on fait ces quelques exemples-là. Si on dit x est une variable aléatoire telle que l'espérance de x égale à mu et la variance de x égale à sigma carré. Donc, quand on utilise x bar comme un estimateur de mu, donc c'est égal, ben, en fait, x bar, c'est égal la somme. C'est égal la somme des xi sur n. Or, c'est quoi l'espérance de x bar? Donc, on l'a vu dans les vidéos précédentes. C'est l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 plus l'espérance de xn sur n. Puis là, c'est égal, ben, mu plus mu plus mu, ça fait n fois mu sur n, c'est égal à mu. Donc, x bar, c'est un estimateur tel que l'espérance de x bar égale à mu. Ça, quelle que soit la valeur de mu réelle. Donc, x bar est un estimateur sans biais. Donc, si je prends P chapeau que j'ai présenté tantôt, c'est quoi l'espérance de P chapeau? C'est égal ben, l'espérance de y sur n. Où y, c'est une binomiale np. Donc, puisque c'est une binomiale de paramètres np, donc sa moyenne, c'est n fois p sur n, c'est égal à p. Donc, P chapeau, c'est un estimateur sans biais. Donc, si on voit S carré, donc S carré, c'est quoi l'espérance de S carré? L'espérance de S carré, c'est l'espérance de la somme des xi moins x bar au carré sur n-1. Donc, ça, c'est S carré. Donc, si on veut utiliser l'espérance de ça, ben, on peut faire un petit développement. Donc là, on peut dire c'est xi moins mu, moins x bar moins mu. Donc, on introduit le mu pour avoir le format standard. Donc, tout ça au carré. Donc, on a fait moins mu plus mu. Donc, le tout sur n moins 1. Donc, si on calcule ça, si on développe ce qui est à l'intérieur, donc, notez bien que l'espérance, c'est un opérateur linéaire. Donc, l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Donc, si on développe ça, ça va donner quoi avant tout? Ben, je vais sortir le 1 sur n-1. Donc, si on développe ça, ça va faire la somme des xi moins mu au carré, plus la somme des x bar moins mu au carré, moins 2, la somme des xi moins mu fois x bar moins mu. Donc là, on peut y avoir ça directement. Donc, si on continue, donc là, l'espérance de la somme, comme on vient de dire, c'est la somme des espérances. Donc, on peut dire ça, c'est le 1 sur n-1 facteur de, donc ici, l'espérance, donc ça va être la somme donc de i égale à 1 jusqu'à n de l'espérance de xi moins mu au carré. Donc, plus, donc ici, la somme de i égale à 1 jusqu'à n de l'espérance de x bar moins mu au carré, moins 2 fois, donc,
Là, je peux dire ici, ben, je vais laisser l'espérance parce que là, c'est, ici, j'ai x bar moins mu, je peux le sortir de la somme, puisque ça ne dépend pas de i, fois la somme des xi moins mu. La somme des xi, ça fait n fois x bar. La somme de mu, ça fait n fois mu. Donc, je peux avoir ici n fois x bar moins mu. Donc, ici, c'est un n. Donc là, si je continue avec ça, j'ai le 1 sur n moins 1. Maintenant, c'est quoi l'espérance de xi moins mu au carré? Ben, l'espérance de x moins mu au carré, c'est la variance de x, c'est sigma carré. Donc là, c'est la somme de i égale 1 jusqu'à n de sigma carré. Parce que par définition, l'espérance de x moins mu au carré, c'est la variance de x. Plus, donc ici, c'est la somme de i égale 1 jusqu'à n, l'espérance de x bar moins mu au carré. Ben, mu, c'est la moyenne de x bar. Donc, l'espérance d'une variable moins sa moyenne au carré, c'est la variance de x bar. Donc là, je vais dire la variance de x bar, OK? Moins 2 fois n fois ici, ben, l'espérance de x bar moins mu au carré, ben, ça va faire variance de x bar. OK? C'est quoi la variance de x bar maintenant? Ben, la variance de x bar, on l'a vu précédemment. Là, je vais utiliser un crayon rouge. Ben, la variance de x bar, c'est égal ben, la variance de x1 sur n plus x2 sur n plus xn sur n. On a dit l'échantillon sont tous indépendants, donc puisqu'ils sont indépendants, la variance de la somme, c'est la somme de la variance, mais la variance de ax, c'est a carré fois la variance de x. Donc j'ai la variance de x1 sur n carré plus la variance de x2 sur n carré plus la variance de xn sur n au carré. Puis là, ça fait n fois sigma carré sur n carré, ça fait sigma carré sur n. On a vu ce résultat avant, c'est un résultat qui est important. Donc là, si je reviens maintenant pour continuer, c'est quoi l'espérance de s carré? Donc ici, l'espérance de s au carré. Donc je continue avec cette ligne-là. Donc j'ai toujours le 1 sur n moins 1. Je vais ouvrir la parenthèse. Donc la somme des sigma carrés, ça fait n fois sigma au carré. Plus la somme des variances de x bar, ça fait n fois la variance de x bar qui est sigma carré sur n, moins 2n fois la variance de x bar qui est sigma carré sur n. Donc, ça, c'est égal. Donc, si on continue avec ça, j'ai 1 sur n moins 1 fois, donc n fois sigma carré plus sigma carré moins 2 sigma carré, ça fait n moins 1 fois sigma au carré. Ça, c'est égal à sigma au carré. Et pour cette raison, on utilise sur n moins 1. Donc, pour s carré, la formule de s carré, ce que vous voyez ici, là, on utilise la somme des xi moins x bar au carré sur n moins 1. C'est en fait, parce que si on divisait par n, on obtient un estimateur avec biais. Et avec ça, on obtient la moyenne égale à sigma carré et s carré est un estimateur sans biais. Donc, vous voyez ici, le biais, c'est un critère qui est aussi important. Donc, le deuxième critère, c'est l'erreur quadratique moyenne. Donc, l'erreur quadratique moyenne, en fait, c'est quoi? C'est une mesure globale donc de la précision. En fait, on mesure la précision globale d'un estimateur par son erreur quadratique moyenne. En fait, c'est quoi cette erreur quadratique moyenne? Donc, ce qu'on voit ici, l'erreur quadratique moyenne d'un estimateur θ chapeau de θ, c'est l'espérance de θ chapeau moins θ. En fait, quelque chose qui est très... on a toujours, donc on peut vérifier ça directement, mais on peut le voir. Si θ chapeau est sans biais, donc ici, on peut voir que l'espérance de θ chapeau, c'est égal à θ. Si θ chapeau est sans biais. Et dans ce cas, donc, ça, c'est l'espérance d'une variable moins sa moyenne au carré, ça fait la variance de cette variable-là. En fait, si c'est sans biais, c'est que c'est égal à la variance. Mais aussi, on peut voir dans le cas général, il faut toujours ajouter le biais au carré. En fait, le critère de l'erreur quadratique moyenne permet de comparer les estimateurs d'un même paramètre. Donc, en fait, pour un seul paramètre, je peux y avoir plusieurs estimateurs différents. Donc, comment je peux savoir lequel est meilleur, lequel que je dois utiliser? En fait, je dois avoir lequel qui est meilleur que l'autre.
Donc, en fait, si j'ai θ1 chapeau et θ2 chapeau sont deux estimateurs du même paramètre θ, le plus efficace des deux est celui qui a la plus petite erreur. Donc, celui qui est le plus efficace, celui qui commet moins d'erreurs. Donc, celui qui a l'erreur quadratique moyenne inférieure à l'autre. Donc, θ1 chapeau est plus efficace si son erreur quadratique moyenne elle est inférieure à l'erreur quadratique moyenne de θ2 chapeau. On fait un petit exemple. Donc ici, soit x1, x2, x5, donc on a un échantillon aléatoire d'une variable aléatoire x qui a comme mu comme moyenne et sigma carré comme variance. Puis c'est un échantillon de taille 5 et on veut estimer mu. On considère deux estimateurs différents. Donc là, le premier, c'est mu1 chapeau, qui est la somme des xi sur n, c'est x bar. Et le deuxième, c'est mu2 chapeau, qui est 2x1 moins x2 plus x4 sur 2. En fait, la première question, est-ce que ces deux estimateurs sont biais? Donc, si on calcule l'espérance, si on veut savoir le biais de mu1 chapeau, on peut calculer l'espérance de mu1 chapeau. C'est égal à l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 plus l'espérance de x5, le tout sur 5. Puis ça, c'est égal à 5 mu sur 5, c'est égal à mu. Donc, mu1 chapeau est un estimateur sans biais de mu, est un estimateur sans biais, ou non biaisé, on peut dire, de mu. Donc, si on voit maintenant le deuxième, c'est quoi l'espérance de mu2 chapeau? Donc, mu2 chapeau, c'est égal de x1 moins x2 plus x4 sur 2. Donc là, ça fait 2 fois mu, 2 fois l'espérance de x1, on va y aller une étape à la fois, 2 fois l'espérance de x1, moins l'espérance de x2, plus l'espérance de x4 sur 2. Donc, ça fait 2 mu, moins mu, plus mu sur 2. Ça fait 2 mu sur 2, c'est égal à mu. Donc, mu de chapeau est aussi, donc ici, mu de chapeau est aussi un estimateur sans biais. Un estimateur sans biais de mu. Estimateur sans biais de mu. Donc là, on a deux estimateurs sans biais, mais lequel qui est meilleur? Donc si on veut savoir lequel est meilleur, donc là, il faut calculer l'erreur quadratique moyenne. Donc le QM de mu1 chapeau, c'est égal à la variance de mu1 chapeau. Pourquoi? Car sans biais. Donc lorsqu'on n'a pas de biais, c'est la variance. Mais c'est quoi la variance de mu1 chapeau? La variance de mu1 chapeau, c'est la variance de x1 sur 5 plus x2 sur 5 plus x5 sur 5. On le sait, c'est égal à sigma carré sur n anyway. Ça fait sigma carré la variance de x1 sur 25 plus sigma carré sur 25 plus sigma carré pour 3 plus sigma carré pour 4 plus sigma carré pour 5. Puis là, ça fait 5 sigma carré sur 25, c'est égal à sigma carré sur 5. Si on voit, donc, je pense dans chacune des vidéos, j'ai refait ce calcul-là. Donc, vous devez être maintenant confortable avec. Donc, si on veut déterminer c'est quoi l'erreur quadratique moyenne de mu de chapeau, donc là, l'erreur quadratique moyenne de QM de mu de chapeau, c'est égal. Donc, c'est la variance de mu de chapeau. Pourquoi? Car sans biais. Sans biais. Donc, puisque c'est un estimateur sans biais, son erreur quadratique moyenne, c'est égal à sa variance. Donc, c'est quoi la variance de mu de chapeau? La variance de mu de chapeau, c'est égal, c'est la variance de 2x1 sur 2, ça fait x1, plus moins 1 demi x2, donc il faut toujours des plus x4 fois 1 demi. Donc cette variance-là, ça fait la variance de x1, sigma carré, plus moins 1 demi au carré, sigma carré, plus 1 demi au carré fois sigma carré. Donc ça fait 1 quart plus 1 quart, 1 demi plus 1, ça fait 3 demi sigma au carré. Puis ça, c'est supérieur à sigma carré sur 5. Donc,
ici, lequel est meilleur? Donc, mu1 chapeau, donc mu1 chapeau est meilleur. Est meilleur que mu2 chapeau. Donc là, mu1 chapeau est meilleur que mu2 chapeau. Il y a quelque chose qui est important. Pourquoi on utilise des estimateurs comme mu2 chapeau? Ce sont des estimateurs qu'on utilise souvent. En fait, pourquoi on utilise ça? Et si tous les échantillons, chacun des éléments de l'échantillon a toujours la même variance, donc si tous les éléments ont toujours la même variance, c'est sûr, X bar est le meilleur estimateur possible. Or, c'est pas tout le temps, ils ont la même variance. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que j'utilise plusieurs capteurs pour enregistrer une certaine valeur. Mais là, si j'ai certains capteurs qui sont plus performants que l'autre, j'ai le capteur X1, le capteur X2, le capteur Xn, j'utilise N capteurs, je sais qu'il y a certains qui sont meilleurs que d'autres, donc c'est sûr, je vais donner une pondération plus grande à ceux qui sont meilleurs. Pourquoi? Ici, c'est les systèmes automatiques, donc c'est les systèmes d'apprentissage qu'on utilise pour estimer ça devient une tâche importante de savoir la pondération de chacune des variables ou de chaque mesure. Donc ça, c'est un cas important qu'on utilise. C'est pas matière de ce cours-là, mais particulièrement, c'est un cas très important. Dites pas, oh, on utilise X-bar, c'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur dans le cas où toutes les variables ont la même variance. Si elles n'ont pas la même variance, si j'ai certaines ont une estimation meilleure que d'autres, il faut faire attention, puis dans certains cas, des modèles comme ça vont être meilleurs. Donc, c'est juste un point à la ligne. Donc, le troisième critère pour un estimateur, c'est la convergence. Donc, un estimateur θn chapeau de θ calculé sur un échantillon de taille n est dit convergent si, lorsque n tend vers l'infini, la probabilité que θn chapeau soit proche de θ devient grande. Donc là, on veut savoir, plus que la taille d'échantillon est grande, plus ça tend vers la vraie valeur. Donc, si on l'explique de point de vue mathématique, c'est que ce qu'on dit, c'est pour tout epsilon positif, la limite quand n tend vers l'infini de la probabilité de Tn chapeau de θn chapeau moins de θ est toujours inférieure à epsilon avec une probabilité 1. Donc, une condition suffisante pour cette convergence est que l'erreur quadratique moyenne tende vers 0. Donc là, une des choses les plus simples, c'est de voir est-ce que l'erreur quadratique tend vers 0. Donc, c'est ça ce qu'on peut voir. Ce qu'on peut voir ici, là, c'est dans l'exemple, là, supposons que j'ai un échantillon de taille n de variable aléatoire x tel que la moyenne égale à mu et la variance égale sigma carré. Pour estimer mu, on utilise mu chapeau égale à x bar. Donc, on a l'espérance de x bar égale à mu, la variance de x bar égale sigma carré sur n. Lorsque n tend vers l'infini, la variance de x bar tend vers 0. Et là, on dit x bar est un estimateur convergent de mu. Donc, ceci étant dit, ce sont les critères ou les caractéristiques des estimateurs. Mais comment on trouve les estimateurs? Comment est-ce qu'on peut trouver un estimateur d'un paramètre θ quelconque? Donc là, on sait que l'estimateur de mu, c'est x bar en général. L'estimateur de sigma carré, c'est s carré. De p chapeau, c'est p. Mais en général, si j'ai une loi ou autre, comment je trouve l'estimateur du paramètre? Donc là, on présente ici deux méthodes d'estimation parmi les méthodes les plus utilisées. Donc la première, c'est la méthode des moments. Donc nous avons vu aux vidéos précédentes, en fait, les vidéos des lois continues, des lois discrètes, de la loi normale. Donc c'est la majorité des lois qu'on utilise, leurs paramètres dépendent de deux premiers moments. Donc en général, si on a n'importe quelle loi, en général, les paramètres de cette distribution-là dépendent des moments. On a vu un petit peu les moments au chapitre des variables aléatoires. Mais là, les moments ont une utilisation, par exemple, pour estimer les paramètres, surtout si on a plusieurs paramètres pour une certaine distribution.
Donc là, c'est juste à titre exemple. Là, si on prend la loi de Bernoulli, c'est quoi son paramètre P? C'est son premier moment, c'est sa moyenne. La loi géométrique, son paramètre P, c'est l'inverse de sa moyenne. Ben, en fait, la moyenne de la loi géométrique, c'est égal à 1 sur P. La moyenne de la loi de Poisson, c'est son paramètre C ou lambda. Donc, la loi normale, ses paramètres sont sa moyenne et sa variance. La loi log normale, ses paramètres sont les deux premiers moments de son logarithme. Donc, de la loi normale qui représente son logarithme. La loi exponentielle, c'est l'inverse du premier moment parce qu'on sait que la moyenne, c'est égal à 1 sur lambda. Bêta, c'est les deux paramètres fonction des deux premiers moments. La même chose pour gamma. Donc, mais comment on fait? En fait, si x est une variable aléatoire continue, ayant comme fonction de densité fx, θ1, θ2. Là, je vais arrêter avec 2, là, mais ça peut y aller à plus. Donc, si j'ai plus de paramètres, je vais avoir plus de moments. Donc, ou bien une variable aléatoire discrète dont la fonction de masse est p, x, θ1, θ chapeau. Et que cette variable aléatoire est définie à partir de ces deux premiers moments. Donc, là, si x1, x2, xn est un échantillon aléatoire de taille n, donc, et bien sûr, ben, les deux moments sont inconnus, donc on peut alors définir un estimateur ou une statistique pour les deux premiers moments. Donc, on peut estimer ici, on peut dire que les deux premiers moments de cet échantillon, donc ce sont des estimateurs des moments, sont M'1, ben là, si je l'écris ici, là, c'est qu'on a ici M'1, c'est égal la somme des xi sur n. Donc là, ça, c'est égal à x bar. Puis on peut définir aussi M'2, c'est le moment d'ordre 2, c'est la somme des xi au carré sur n. Donc c'est les moments par rapport à l'origine. Donc là, comment on trouve ça? Comment on peut utiliser ces estimateurs-là? Ben là, je suppose que l'espérance de x égale à M'1 et l'espérance de x au carré, c'est égal à M'2. Donc, je peux utiliser ça. Ben, si j'ai les deux ensemble, je peux faire un système d'équations. Je résous ce système d'équations. En fait, supposons que, par exemple, là, on fait un exemple, supposons que x suit la loi de Poisson de paramètre c. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'espérance de x, c'est égal à M'1. C'est quoi l'espérance de x d'une loi de Poisson? C'est c. Donc c, c'est égal à M'1. Ben, c'est chapeau directement. C'est un cas très facile parce que ça dépend directement. Si je prends un autre exemple, puis je dis x suit je dis une loi géométrique de paramètre P. Je dis l'espérance de x, c'est égal à M'1. Donc là, je peux dire que l'espérance de x, c'est quoi? C'est égal à 1 sur P, c'est égal à M'1. Donc, P chapeau, ben, c'est égal à 1 sur M'1. Vous voyez, c'est pas difficile. Je trouve c'est quoi l'espérance, je fais ça. On fait juste un autre exemple. Supposons que x suit une loi uniforme de paramètres moins θ. Θ, bien sûr, θ est un réel positif. Donc là, si je fais l'espérance de x, c'est égal à M'1. C'est quoi l'espérance de x? Ça fait θ plus moins θ sur 2. Ça, c'est égal à M'1. Donc, 0 égale à M'1. Ben là, ça ne me résout pas le problème parce que je n'ai pas une équation de θ. Donc, θ, il n'est plus là. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je peux prendre ici que le moment d'ordre 2. Donc, c'est quoi? J'utilise ici l'espérance de x au carré, c'est égal à M'2. C'est quoi l'espérance de x au carré? Ben, on sait que la variance de x est égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Or, l'espérance de x, c'est nul, donc c'est égal à la variance de x. C'est quoi la variance de x? C'est égal à θ moins θ au carré sur 12. Et ça, on l'a à partir de la loi uniforme. C'est le théorème, la variance de la loi uniforme. Puis ça, c'est égal à θ au carré fois 4 sur 12, donc θ carré sur 3. Donc là, je peux dire que θ
carré sur 3 égale à M'2. Donc, θ au carré égale à 3 fois M'2. M'2, je peux le calculer à partir de l'échantillon. C'est la somme des xi au carré sur n. Donc là, θ, je sais que c'est positif et pas négatif. Donc, θ est toujours supérieur à 0. Donc, θ égale racine de 3 M'2. Donc, vous voyez, ça suffit de résoudre l'équation. Donc là, je vais faire encore un autre exemple. Supposons que x est une variable aléatoire continue, donc avec fx θ égale θ fois x à la θ moins 1. Donc là, pour les x qui sont entre 0 et 1. Bien sûr, 0 sinon. Et ici, θ est un paramètre qui est positif, strictement positif. Donc là, si j'ai ça, donc je peux y avoir ici, c'est quoi, si je veux estimer θ, qu'est-ce que je dois faire? Ben, l'espérance de x égale à M'1. Donc là, c'est quoi l'espérance de x? Ici, c'est une variable aléatoire continue, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de x fois f de x. Puis ça, c'est égal l'intégrale de 0 à 1 de θ fois x à la θ de x. Puis ça, c'est égal θ fois x à la θ plus 1 sur θ plus 1 entre 0 et 1. Puis ça, c'est égal à θ sur θ plus 1. Donc là, c'est ça ce qu'on a appris lorsqu'on a vu les variables aléatoires. On doit calculer une moyenne. Donc là, qu'est-ce qu'on a? θ sur θ plus 1, c'est égal à M'1. On a une équation à une inconnue. C'est un problème d'algèbre direct qu'on peut résoudre directement. Donc là, on peut résoudre ce problème d'algèbre-là. Donc là, θ égale θ sur θ plus 1 égale M'1. Comment on résout ça? Ben là, je peux dire θ égale M'1 fois θ plus 1. Donc, je mets θ plus 1 ici. Puis là, après ça, je peux dire que ici, θ, c'est égal, θ fois M'1 plus M'1. Je ne sais même pas pourquoi il écrit mal. Donc là, j'ai θ moins θ fois M'1 égale à M'1. Donc, on peut mettre θ en facteur 1 moins M'1. C'est égal à M'1. Puis là, θ égale, on peut dire θ chapeau égale M'1 sur 1 moins M'1. Donc, vous voyez, on résout une équation, puis on trouve la valeur de ça. Donc, c'est sûr, c'est une valeur positive parce que M'1, c'est toujours entre 0 et 1. C'est toujours entre 0 et 1, donc on va trouver cette valeur-là, parce que x, c'est toujours entre 0 et 1. Donc, vous voyez, on peut estimer ça directement à partir du premier ou des 2 premiers mois. Donc, si on veut la loi normale, ça devient plus simple parce que là, c'est la moyenne et la variance directement. Mais sinon, c'est pas difficile. Donc là, c'est juste un calcul de la moyenne, puis on résout l'équation. Si la moyenne, elle dépend de θ, on résout directement l'équation que la moyenne égale à M'1. Si la moyenne ne dépend pas de θ, on va y aller au moment d'ordre 2. Donc, vous voyez, c'est ça ce qu'on peut faire. Donc, la deuxième méthode qu'on va présenter, c'est la méthode du maximum de la vraisemblance. Donc, cette méthode-là, ça se base sur le fait de la vraisemblance. Donc, en fait, ça dit quoi? Juste pour simplifier, là, c'est que on dit la fonction conjointe, là, je vais dire dans le cas continu, mais c'est le même dans le cas discret. Donc, supposons que je fais la fonction conjointe des n variables. Donc, c'est fx1, x2, xn. Or, c'est un échantillon, donc, sont toutes indépendants. Donc, c'est égal fx de x1 fois fx de x2 fois fx de xn, puisqu'elles ont toutes la même distribution. Puis ça, c'est égal, le produit des fx de x de i égale à 1 jusqu'à n. Cette fonction, on l'appelle la vraisemblance du paramètre θ. Bien sûr, j'ai un paramètre θ qui est inconnu. En fait, c'est la même chose, même si c'est une variable aléatoire discrète, ça va être au lieu de fonction de densité, une fonction de masse. Qu'est-ce qui est intéressant?
Donc là, on veut savoir comment c'est vraisemblable que la valeur θ soit là. Donc, si j'ai observé cet échantillon-là, ça veut dire que cet échantillon est fort probable. Ce qu'on veut dire, on veut maximiser la probabilité. C'est quoi la valeur de θ qui maximise la probabilité d'observer cet échantillon? Donc, cette valeur-là, ou la densité dans le cas continu. Donc, pour ça, il faut trouver la valeur de θ qui maximise ce L de θ-là. Donc, en fait, c'est ça ce qui est écrit ici. θ représente un paramètre. Si x1, x2, xn est un échantillon de taille 1, donc c'est une observation, c'est un échantillon d'observation. Donc, c'est une réalisation. En fait, la fonction de la vraisemblance de cet échantillon est alors ce. Donc, c'est ça ce qu'on a vu. θ chapeau, l'estimateur du maximum de la vraisemblance de θ, consiste à la valeur de θ telle que L de θ est maximale. Il s'agit essentiellement de la valeur de θ qui maximise la probabilité d'obtenir les résultats fournis par l'échantillon. Donc, en fait, si par exemple, je vais prendre l'exemple donc Pxi lambda, où x suit une loi de Poisson, de paramètre lambda. Donc, Pxi lambda, c'est égal à exponentielle moins lambda fois lambda à la xi sur xi factoriel. Donc là, si on veut déterminer, donc là, la première chose, on détermine c'est quoi L de lambda. Donc L de lambda, c'est égal exponentielle moins lambda fois lambda à la x1 sur x1 factoriel fois exponentielle moins lambda fois lambda à la x2 sur x2 factoriel fois ainsi de suite exponentielle moins lambda fois lambda à la xn sur xn factoriel. Donc là, ça, c'est la première étape. On essaie de simplifier exponentiellement lambda fois exponentiellement lambda fois exponentiellement lambda n fois. C'est exponentiellement n lambda. Lambda à la x1 fois lambda à la x2 fois lambda à la xn, ça fait lambda fois exposant la somme des xi. Donc, x à la a fois x à la b, ça fait x à la a plus b. Sur, je vais garder le produit de i égale à 1 jusqu'à n dxi factoriel. Donc là, on l'a simplifié. Quelque chose qui est très important, que ça, c'est un produit, ou bien d'une fonction de masse, ou bien d'une fonction de densité. Donc, quel que soit, ce sont des variables aléatoires qui sont continues ou discrètes. Donc, ces fonctions-là sont positives. Donc, L de θ est toujours positif, est toujours strictement positif. Donc, quand je parle d'une fonction strictement positive, je me permets d'utiliser le logarithme de cette fonction-là. Donc, ici, c'est de lambda. Pourquoi j'utilise ça? En général, la fonction de la vraisemblance, c'est un produit. Trouver la valeur optimale d'un produit, c'est pas toujours très facile. La façon la plus simple pour faire ça, c'est de trouver c'est quoi le logarithme de ça, et parce que là, on peut dériver le logarithme. Pourquoi? Parce que le logarithme d'un produit, ça devient la somme des logarithmes. Donc là, le logarithme transforme une fonction non linéaire en une fonction linéaire. Je peux l'utiliser parce que j'ai des fonctions qui sont positives. Puis l'autre chose qui est plus importante, c'est que le logarithme, c'est une fonction bijective et ça conserve les optimums. Donc, tout est beau pour que je puisse toujours utiliser cette fonction-là. Donc là, c'est quoi le logarithme de grand L de lambda, que j'utilise petit l de lambda? Ça fait moins n lambda, plus la somme des xi fois ln de lambda, moins le logarithme du produit des xi factoriel, de i égale 1 jusqu'à n. Donc là, je ne peux rien faire pour ça. Donc là, j'ai maintenant une fonction qui est linéaire. Pour trouver le point optimum, donc ici le point qui donne le maximum, il faut dériver, il faut trouver où est-ce que la dérivée s'annule. Donc là, je fais la dérivée de L de lambda par rapport à lambda, puis ça, c'est égal, je dérive ici, j'ai moins n, plus la somme des xi sur lambda, moins 0. Ça ne dépend pas de lambda. Donc là, tout ça, donc la quatrième étape, trouver que la dérivée par rapport à lambda égale
à 0. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a moins n plus la somme des xi sur lambda égale à 0. Donc, la somme des xi sur lambda égale à n, et par suite, on peut dire lambda égale la somme des xi sur n qui est égale à x bar. Donc, vous voyez, et je peux trouver ici lambda optimal, ce que j'obtiens ici. Mais pour trouver, est-ce que ça, c'est un point maximum? Je peux faire la dérivée seconde, donc de L de lambda par rapport à lambda carré. Donc, si je dérive ça, ça va être 0, puis ça va être la moins somme des xi sur lambda au carré. Ça, c'est toujours négatif, parce que lambda, les xi sont toujours positifs, c'est une loi de Poisson, c'est des entiers, donc ça, c'est toujours négatif, donc x bar est un maximum. Donc ce point-là est un point maximal, et je peux dire que ici, lambda chapeau égale à x bar, mais on sait aussi que la moyenne, la moyenne d'une loi de Poisson, c'est son paramètre. Donc, vous voyez, je peux faire la même chose pour une loi exponentielle ou whatever. Donc, si par exemple, je prends f de x θ de tout à l'heure, là, qui dans la densité égale θ fois x à la θ moins 1 pour x entre 0 et 1, puis 0 sinon. Par exemple, si je prends ça, donc ici, si je prends cette densité-là et je veux calculer L de θ, c'est égal à θ fois x1 à la θ moins 1, fois θ fois x2 à la θ moins 1, fois ainsi de suite θ fois xn à la θ moins 1. La plus grande erreur qu'on fait souvent lorsqu'on on oublie ces indices-là. Ces indices-là sont très importants. Ce sont des valeurs données de l'échantillon, ces valeurs-là. Donc, si je simplifie, j'obtiens quoi? θ exposant n fois, j'ai x1 fois x2 fois xn, le tout exposant θ moins 1. Donc là, j'ai fait ma simplification. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, c'est quoi? L de θ. Ça fait n fois logarithme de θ, plus θ moins 1 fois le logarithme du produit. Donc, fois logarithme de x1 fois x2 fois xn, qui est aussi, je peux dire, c'est ln de x1 plus ln de x2. Donc, je peux dire n fois ln de θ plus θ moins 1 fois la somme des ln de xi égale à 1 jusqu'à n. Donc, j'ai trouvé ici petit l de θ. Je l'ai simplifié. Troisième étape, je dérive par rapport à θ. Donc, on obtient n sur θ plus la somme des ln de xi. Quatrième étape, donc tout ça c'est égal à 0, donc n sur θ égale moins somme de ln de xi. Donc là, n c'est égal, je peux y avoir ici θ égale n moins n sur la somme des ln de xi. Donc vous voyez, et je vais trouver ici mon paramètre θ, θ optimal bien sûr. Donc là, si je veux savoir si c'est un max ou c'est un min, je peux dériver L de θ par rapport à θ au carré. Puis là, si je dérive ça par rapport à θ carré, j'ai moins n sur θ au carré, qui est toujours négatif. Donc c'est un point max. Donc c'est un maximum. Et par la suite, on peut dire que θ chapeau, c'est égal à moins n sur la somme des ln de x. Donc, vous voyez, et on peut le trouver. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ces étapes sont là. On fait les étapes telles quelles, puis on peut le trouver directement. Donc, ici, les exemples, là, on a fait beaucoup plus que ça. Donc, avec ça, on a fait tout ce qui est ce qu'on appelle l'estimation ponctuelle. Maintenant, on veut faire l'estimation par intervalle de confiance. C'est quoi l'estimation par intervalle de confiance? Donc, l'estimation par intervalle de confiance, la méthode d'estimation d'un paramètre θ par l'intervalle de confiance consiste à déterminer deux statistiques au lieu d'une.
Donc là, on va y avoir deux statistiques, la statistique L, la bande inférieure, et une bande supérieure. Donc L de x1, xn et U de x1, xn. Ces deux statistiques-là vérifiant l'égalité que la probabilité que θ soit entre L et U, c'est égal à 1 moins alpha. Et là, il faut trouver les deux. Donc, on a une équation à deux inconnus. Donc là, je vais utiliser en forme de cloche ou whatever, là, je m'en fous de la distribution. Là, je le fais exprès, pas une cloche. Donc là, qu'est-ce que je veux? Je veux trouver deux valeurs telles que la probabilité entre ces deux-là, c'est égal à 1 moins alpha. Et je dois trouver L et U. C'est quoi la meilleure façon pour trouver ça? C'est de dire, ici, j'ai alpha sur 2 et ici, j'ai alpha sur 2. Parce que là, je peux les bouger comme je veux. C'est sûr, la façon optimale, c'est de trouver ça, les alpha sur 2. Donc, c'est pour ça, en fait, on le choisit généralement proche de 1. Donc là, le 1 moins alpha, ça, on l'appelle le coefficient de confiance. On le choisit généralement proche de 1. Donc, comment je trouve les bandes L et U? Comme ça. Donc, en mettant alpha sur 2 à gauche, alpha sur 2 à droite, on obtient ainsi des intervalles de petite longueur, puisque les alphas sont petits, et généralement symétriques. Donc, si la courbe est symétrique de la distribution, on va obtenir quelque chose qui est symétrique. Donc, la méthode générale pour obtenir L et U consiste à considérer un estimateur θ chapeau de θ, un estimateur ponctuel, et une fonction h de θ chapeau de θ dont la distribution ne dépend d'aucun paramètre inconnu, ce qu'on appelle la fonction pivotale. Écoutez, c'est comme on a vu depuis le début, là, le chapitre, lorsqu'on a parlé de distribution échantillonnale, on a dit x bar moins mu sur sigma sur racine de n suit une loi normale 0,1. Ça, c'est une fonction pivotale, celle-là, parce que c'est une fonction de x bar et de mu et qui ne dépend d'aucun paramètre inconnu. Donc, là, si j'ai ça, ça serait simple parce que h de θ chapeau θ, je connais sa distribution échantillonnale. Je peux déterminer H1 et H2 en utilisant les alpha sur 2 de chaque côté. Donc là, c'est la forme exacte et tout dépend du paramètre. Donc, on va voir ces intervalles de confiance pour certains paramètres. Donc, le premier, c'est l'intervalle de confiance pour une moyenne. Donc, si x est une variable aléatoire de moyenne mu et de variance sigma carré, et soit x1 et xn un échantillon aléatoire de taille n de x, pour un niveau de confiance 1 moins alpha donné, les intervalles de confiance pour mu sont résumés dans le tableau suivant. Le tableau d'intervalle de confiance, écoutez, là, c'est le livre de Heinz Montgomery, mais vous les avez ici. Donc là, c'est quoi l'idée? C'est si par exemple, je prends le cas où x suit une loi normale, puis si sigma carré est connu. Donc, si sigma carré est connu, dans ce cas, je vais utiliser x bar moins mu sur sigma sur racine de n, ça suit une loi normale 0,1. Et je connais sigma, donc ça dépend d'aucun paramètre inconnu. Donc là, si je veux faire ça, x bar moins mu sur sigma sur racine de n, c'est entre h1 et h2, la probabilité de ça, c'est égal à 1 moins alpha. Mais en fait, la probabilité que x bar moins mu sur sigma sur racine de n soit supérieure à h2, c'est égal à alpha sur 2. Donc, h2, c'est égal à z alpha sur 2. C'est quoi z alpha sur 2? Z alpha sur 2, c'est le centile de la loi normale z. Donc, z alpha sur 2, la probabilité que ça soit égal à z alpha sur 2, donc je peux dire que z alpha sur 2, c'est égal phi moins 1 de 1 moins alpha sur 2. Donc ça, je peux le trouver facilement. D'une façon générale, si je trouve la probabilité que z soit supérieur à z alpha, c'est égal à alpha. Donc là, d'après ça, la probabilité que z soit inférieur à z alpha, c'est égal à 1 moins alpha. Donc z alpha, c'est égal à la fonction inverse de la fonction de répartition de 1 moins alpha. Donc z alpha sur 2, c'est phi moins 1 de 1 moins alpha sur 2. Ce qui fait que je trouve z alpha sur 2 et je peux dire la probabilité que x bar moins mu sur sigma sur racine de n soit inférieur à z alpha sur 2, c'est égal à alpha sur 2. Donc là, z alpha sur 2.
Donc là, à partir de ça, je dois résoudre cette équation pour trouver la bande de mu. Donc là, x bar moins mu sur sigma sur racine de n soit inférieur à z alpha sur 2. Donc là, x bar moins mu, c'est inférieur à z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Donc, à partir de ça, je peux dire que mu est supérieur, parce que là j'ai un moins, à x bar moins z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. De la même façon, je peux trouver que h1 c'est égal à moins z alpha sur 2. Ben, c'est z de 1 moins alpha sur 2, mais par symétrie, on le trouve moins z alpha sur 2. Et là, on peut trouver x bar moins mu sur sigma sur racine de n. C'est supérieur à moins z alpha sur 2. Et par la suite, on peut trouver que x bar moins mu est supérieur à moins z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Puis par la suite, on peut trouver que mu, c'est inférieur à x bar. Donc là, moins, donc plus z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Donc si je prends les deux ensemble, je peux voir que donc, j'ai trouvé H1, j'ai trouvé L, j'ai trouvé U, puis je peux dire ici directement que mu appartient à x bar plus ou moins z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Donc, dans le cas où sigma carré est inconnu et x suit une loi normale, lorsque x suit une loi normale, on sait que x bar moins mu sur s sur racine de n, ça suit une student à n moins 1 degré de liberté. Écoutez, là, c'est d'une façon similaire, je peux faire la même chose, mais au lieu de z alpha sur 2, ça va être t alpha sur 2 n moins 1, parce que c'est une student, puis j'obtiens exactement le même résultat ici. Dans le cas où sigma carré est inconnu, mais n est grand, donc là ici, j'ai pas x suit une loi normale. Lorsque x suit une loi normale, tout le temps, x bar moins mu sur s sur racine de n, ça suit une t, une student. Mais lorsque x suit une loi normale, si x ne suit pas une loi normale, ça ne suit pas une student. Et là, il faut que n soit très grand. Généralement, on parle de 30, 40, mais ça dépend de la description, mais ça devrait être très grand. Donc là, dans ce contexte-là, on utilise l'approximation x bar moins mu sur s sur racine de n, ça suit une loi normale 0,1, puis ça devient la même chose. Et si je remplace sigma par s, et je trouve exactement la formule ici. Donc, en fait, le plus important, c'est de trouver on est dans quel cas, est-ce que sigma est connu ou pas, est-ce que x ça suit une loi normale ou pas, puis là, qu'est-ce que je fais, c'est quelle fonction que j'utilise pivotale, puis j'utilise directement la formule. En fait, les intervalles qui sont donnés dans ces tableaux-là sont dits bilatéraux et symétriques. Donc, ils sont symétriques, comme vous le voyez, parce que c'est la loi normale qui est symétrique déjà, ou la loi de student est en cloche aussi symétrique. Donc là, mais ils sont bilatéraux, pourquoi? Parce que c'est avec deux bornes. Donc ici, là, c'est que on cherche la borne inférieure et la borne supérieure. Donc là, dans les deux cas, ben, j'ai un encadrement total. Ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, dans le cas où, je sais pas, là, on utilise une rondelle, c'est ça notre production, et pour que ça soit conforme, là, si c'est le diamètre qui est la variable qui m'intéresse, ben, le diamètre de 5 mm, donc là, il doit être encadré, et ça ne devrait pas être trop petit, ça ne devrait pas être trop grand pour que ça soit conforme. Mais si ma variable est la masse, par exemple, si la variable est la masse, moi, mon plus important, la tâche la plus importante, c'est que cette masse-là soit petite, parce que je vais l'utiliser dans une certaine production de fine pointe, puis ça ne devrait pas y avoir beaucoup de masse. Donc, moi, je donne juste une borne supérieure. Je dis la masse est inférieure à telle valeur-là. J'ai pas besoin de donner l'autre borne parce que quelle que soit satisfait la condition, c'est parfait. Donc là, ce qui est important, c'est que c'est pas tout le temps on a besoin d'intervalles bilatéraux. Par défaut, on fait des intervalles bilatéraux, mais dans certains contextes, j'ai besoin d'une seule borne et j'ai pas besoin d'avoir un intervalle bilatéral. Donc là, si je parle de la masse, j'ai besoin juste, par exemple ici, de la borne maximale. Ben, la borne maximale, c'est juste là. Puis je vais avoir ça 1 moins alpha, au lieu d'avoir le 1 moins alpha ici. Donc c'est sûr, ça va être plus petit que ça. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la valeur qui est ici, là, ça va être alpha. Donc là, ma borne supérieure, elle va dépendre de z alpha, pas de z alpha sur 2.
Donc, c'est pour ça, si on a besoin d'intervalles de confiance unilatéraux de niveau 1 moins alpha, ben, on peut les déduire de ce tableau-là en considérant une seule bande de l'intervalle et en remplaçant alpha sur 2 par alpha. Je n'ai pas besoin d'avoir de la diviser en deux parce que mon alpha se trouve tout d'un seul côté. Dans un autre contexte, où ça c'est seulement lorsque la variance est connue, des fois je veux me limiter à une erreur maximale. Donc là, je veux faire mon étude. Mon étude devrait correspondre à une erreur maximale que je ne devrais pas dépasser. Et je veux savoir pour ça, c'est quoi la taille d'échantillon que je devrais prendre. Donc là, je veux estimer une erreur. Ben, l'erreur, c'est quoi? L'erreur est donnée par la valeur absolue entre x bar moins mu. Donc, cette valeur absolue-là, ça nous donne l'erreur de l'estimation que je fais. C'est ça la différence entre x bar et mu. Mais je sais, à partir de l'intervalle de confiance ici, que x bar moins mu, c'est maximum. Ça, c'est inférieur ou égal à z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Puis si je veux que cette erreur-là soit inférieure ou égale à une certaine erreur E que je ne dois pas dépasser, ben là, j'obtiens ce résultat-là. Puis là, je peux simplifier directement. Donc, je peux trouver racine de n est supérieure ou égale, ben là, c'est z alpha sur 2 fois sigma sur E. Puis là, je peux trouver directement le résultat ici. Donc, vous voyez, je peux déterminer le n qui me donne une erreur maximale. Généralement, cette valeur de n, ça va être une valeur réelle, ça ne donne pas une valeur entière. Nous, on veut une valeur entière, donc on arrondit toujours vers le haut. Donc, je prends toujours le plafond de cette valeur. Donc, si j'obtiens, je ne sais pas, 92,02, je prends 93. Parce qu'à 92, exactement, ça ne va pas être inférieur à cette erreur. Ça pourrait être un petit peu supérieur. Alors que toujours, je prends celui qui est plus grand. Donc, c'est sûr, je prends celui qui est plus grand. Je ne prends pas celui qui est beaucoup plus grand. Donc, juste le plafond. Donc, je ne prends pas 95 dans ce cas-ci parce que je vais utiliser 2 éléments de plus. Donc, c'est très important, là. Plus je prends un échantillon plus grand, plus j'aurai une estimation meilleure. Mais est-ce que ça vaut la peine ou pas? Donc, le plus important, est-ce que j'ai besoin de prendre un échantillon plus grand ou pas? Dans ce contexte-là, on n'a pas besoin. Donc, 93, c'est suffisant. Je prends 93. Plus je prends un échantillon, plus ça me coûte cher. Donc, c'est ce qu'on a dit. Dans le cas où la variance sigma carré est inconnue, ben, on remplace sigma par l'écart type S de l'échantillon. Puis cette procédure est valide seulement si x suit une loi normale. Donc, si x ne suit pas une loi normale, je n'obtiens pas de student. Donc là, si n est grand, dans ce cas-ci, si ça ne suit pas une loi normale, j'utilise une loi normale comme approximation. On fait un petit exemple. Donc là, j'ai x, c'est le poids des contenants. Je sais que l'espérance de x, c'est égal à mu, qui est inconnu. L'écart type, donc ici, la variance de x, c'est égal à sigma carré, qui est égal à 0,3 au carré. On a pris un échantillon aléatoire n égale à 100 qui est choisi et donne une moyenne de 49,7. Donc là, ici, là, regardez. Ici, on parle de la variable aléatoire qui a une moyenne mu et l'écart type 0,3. Donc là, les valeurs ici, ça revient à la variable. Donc, ce sont les paramètres. Ici, la moyenne, qu'est-ce qui donne cette moyenne-là? C'est l'échantillon. Donc ça, c'est la moyenne échantillonnale et c'est x bar. Puis là, j'obtiens x bar égale à 49,7. Donc, construire un intervalle de confiance pour mu de niveau de confiance 1 moins alpha 0,95. Donc là, ici, quand je dis pas si c'est unilatéral ou bilatéral, par défaut, c'est bilatéral. Donc là, ici, je veux un intervalle de confiance pour mu au niveau de confiance 1 moins alpha égale 0,95. Donc là, sigma est connu. Donc, je peux utiliser le cas numéro 1. Donc, ici, j'utilise x bar moins mu sur sigma sur racine de n suit une loi normale 0,1. Et l'intervalle de confiance, c'est égal. Donc, j'utilise directement la formule. Donc, on peut dire ici que mu appartient à x bar plus ou moins, donc z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n.
Donc là, on doit trouver Z alpha sur 2, on peut le trouver dans les tables, sinon on peut ici utiliser le R. Je pense que j'ai une fenêtre de R ouverte. Donc là, c'est ce que je veux, c'est le quantile, donc je fais Q norme. Donc là, c'est pour la loi normale. Je donne, c'est quoi la probabilité que je veux? C'est alpha sur 2, donc ça fait 0,025. Ben, ici, la moyenne est 0, la variance est 1, puis là, your tail false. Donc, c'est comme j'ai expliqué à la vidéo précédente, on peut faire ça, on peut le trouver. Donc là, on trouve que le Z alpha sur 2, c'est égal à 1,96. Donc là, Z alpha sur 2, ben, c'est égal Z de 0,025. Ça, c'est égal, ben, je peux dire c'est phi moins 1 de 0,975 que je cherche dans la table. Je peux aussi utiliser directement ici, je peux utiliser Q norme ici, puis là, je vais dire juste 0,975. J'ai pas besoin de 0 et 1 parce que c'est par défaut. Et j'ai pas besoin de dire lower tail parce que je cherche l'inverse. Et c'est 1,96 où on peut le faire, on peut utiliser aussi la table. Donc là, ça c'est égal à 1,96. Donc là, X bar c'est égal à 49,7. Donc là, mu, ça appartient à 49,7, ici moins 1,96, sigma c'est 0,3 sur 10, puis 49,7 plus 1,96 fois 0,03, donc 0,3 sur 10. Donc là, ben, je vais utiliser R comme calculatrice, donc pour calculer ça. Donc là, j'ai 49,7 moins 1,96 fois 0,03. Donc, j'ai la borne inférieure. Puis là, je peux faire la même chose avec juste un plus. Puis là, j'ai la borne supérieure. Donc, ça fait 49,64, 49,76. Donc là, je peux dire que mu appartient à l'intervalle 49,64 et 49,76. Et ça à 95% de confiance. Donc là, si je prends 1 moins alpha égale 0,99, donc si 1 moins alpha égale 0,99, la seule chose qui va changer, c'est alpha. Donc ici, alpha égale 0,01, et par la suite, Z alpha sur 2, donc alpha sur 2, c'est égal à 0,005, donc ça, c'est égal phi moins 1 de 0,995. Donc là, je peux calculer ça directement. C'est phi moins 1 de 1 moins alpha sur 2. Donc 995, je prends R ici. Donc je fais Q norme de 0,995 directement. Puis je le trouve, c'est 2,575. Donc si j'utilise la table, je vais trouver entre 2,57 et 2,58. On va prendre 2,58, on a besoin juste de décimale, c'est assez. Donc, c'est égal à 2,58. Donc là, c'est quoi notre intervalle de confiance? Ben, ça va être juste mu appartient à 49,7 plus ou moins 2,58 fois 0,03, qui est 0,3 sur un signe de 100. Donc là, on peut utiliser ça. Donc, je vais continuer à utiliser R pour faire du calcul. Donc là, ça fait 49,7. Donc, si j'ai 49,7 moins 2,58, donc fois 0,03, ça c'est une valeur. Puis 49,7 plus... Je vais faire ça directement, je change le moins par plus et je trouve 49,78. Donc 49,62, 49,78. Donc je peux dire mu appartient à 49,62 et 49,78. Puis ça, c'est à 99% de confiance. Donc ici, la troisième question, quelle taille d'échantillon doit-on prélever pour que l'erreur d'estimation soit au plus 0,04. Donc là, ici,
on a E égale 0,04. Donc, je peux utiliser directement la formule. Donc, N supérieur ou égal à Z alpha sur 2 fois sigma sur E au carré. Donc là, alpha, 1 moins alpha égale, donc ici, on a 1 moins alpha égale à 0,9. Donc, alpha égale à 0,1 et alpha sur 2, donc là, Z de alpha sur 2. Donc ici, Z de alpha sur 2, c'est égal à phi moins 1 de 1 moins alpha sur 2, ça fait 0,95. Puis là, je vais continuer à utiliser toujours R. Donc ici, je fais Q norme de 0,95. Ça fait 1,64. Donc là, c'est égal à 1,64. Donc là, c'est quoi la taille d'échantillon N? Donc N est supérieur ou égal à 1,64. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? Fois sigma qui est 0,3 sur E qui est 0,04, le tout au carré. Donc là, si j'utilise encore R pour faire le calcul, donc là j'ai 1,64 fois 0,3, je n'ai pas mis de parenthèse pour faire au carré, fois 0,3 sur E qui est 0,04, donc le tout au carré. Puis là, on obtient, c'est 151,29. Donc là, ça c'est 151,29. Donc c'est quoi la taille d'échantillon qu'on doit prendre? Donc on doit alors prendre un échantillon de taille, donc un échantillon de taille 152. Donc on prend toujours l'entier, le plafond, donc l'entier le plus élevé. Donc, vous voyez là, on peut calculer les intervalles de confiance, on peut trouver les tailles d'échantillons avec ça. Donc, si on continue avec le prochain exemple, donc on fait un autre exemple. Donc là, un certain procédé est utilisé pour la production en série de pièces dont le poids X peut être approché par une distribution normale. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? X, on a c'est ici utiliser le poids des pièces. Donc là, X, c'est le poids d'une pièce. Puis là, est-ce qu'on sait X suit une loi normale? Ben, le moyenne mu est de variance sigma carré. Est-ce qu'on connaît mu? Est-ce qu'on connaît sigma carré? On ne connaît pas. On a pris un échantillon de taille 5, ce qui a donné donc là, on a pris n égale à 5 et on a obtenu les résultats suivants. Donc, donner une estimation ponctuelle de mu. Donc là, moi, c'est sûr, l'estimation ponctuelle de mu, c'est x bar. Donc, on peut dire x bar, c'est égal à la somme des xi sur n. Donc, on peut le calculer à la main. Là, vous savez le calculer à la main. Je vais vous montrer comment on fait ça avec, par exemple, avec R. Donc là, je peux définir un vecteur X. Donc ici, X, je lui associe C pour dire c'est un vecteur. Donc, je vais dire 45,7, 46. Je vais choisir ces éléments-là. 46,8, 45,2. Puis, on peut y avoir aussi 46,3. Donc là, c'est ça. J'ai ici maintenant un vecteur X. Si je veux la moyenne de X, je fais juste min X. Puis, j'obtiens c'est égal à 46. Si je veux la variance de X, donc X, et j'obtiens 0,365. Donc, vous voyez, c'est des choses que je peux obtenir directement, mais on peut les calculer aussi à la main, c'est certain. Donc là, ça, je peux l'obtenir, c'est égal à 45,7 plus ainsi de suite jusqu'à 46,3 sur 5. Puis ça, c'est égal à 46. Donc, j'ai obtenu ça.
Donc là, on veut un intervalle de confiance pour mu au niveau de confiance 90%. Donc là, ici, on donne 1 moins alpha égale à 0,9 et on veut un intervalle de confiance pour la moyenne mu. Donc, pour faire un intervalle de confiance pour la moyenne mu, il faut trouver la fonction pivotale. Donc ici, on connaît pas sigma. X, ça suit une loi normale. Donc, x bar moins mu sur S sur racine de n suit une student à n-1 degré de liberté. C'est ça notre fonction pivotale. Et par la suite, on peut dire que mu appartient à x bar plus ou moins, donc t alpha sur 2 n-1 fois s sur racine de n. Donc, c'est ça la formule qu'on a. Donc là, il faut déterminer c'est quoi s. Ben, on a déterminé s carré. Donc, on peut le calculer aussi à la main. Donc là, c'est quoi cet intervalle de confiance? Donc, x bar, c'est égal à 46, plus ou moins t, alpha sur 2, ça fait 0,05, n-1, ça fait 4, s, c'est égal à racine de 0,365, et n, c'est égal à 5. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de déterminer ça. Donc, on peut trouver dans des tables ces t-là. Moi, je vais utiliser directement R pour faire ça. Donc, ça fait QT de, donc, je donne c'est quoi la probabilité. Je peux faire 0,05 et j'utilise après le lower tail false, mais je peux aussi utiliser 0,95 directement. Ça m'évite d'utiliser le lower tail. Donc là, I4, je vais obtenir 2,13. Donc là, j'ai ici 2,13, donc ça fait 46. Donc ici, t de 0,054, c'est égal à 2,13. Donc je peux faire le calcul maintenant. Donc on peut faire ça, c'est égal à 46. Donc là, si je prends 46 moins 2,13 fois, donc SQRT, de 0,365 sur 5. Donc, je vais obtenir 45,42. Donc, si je fais la même chose et je change ici le moins par plus, je vais obtenir 46,58. Donc, c'est entre 45,42 et 46,58. Donc là, je peux dire mu appartient à... Excuse-moi, je vais modifier ça un petit peu juste pour voir... les valeurs, ça fait 45,42 et 46,58. Puis ça, c'est à 90% de confiance. Donc, vous voyez là, je dis toujours c'est quoi le niveau de confiance que j'ai utilisé. Donc, ici, ce qu'on veut après, c'est donner un intervalle de confiance unilatéral avec bande supérieure. Donc là, j'ai besoin d'une seule bande. Donc ici, unilatérale, la bande supérieure, donc mu inférieur à x bar moins, donc t alpha, c'est pas alpha sur 2, n-1 fois s sur racine de n. Donc là, si je veux calculer ça, donc x bar, c'est égal, on a dit, à 46. Là, ici, t, donc, on veut 90%, 0,14. S, ben, ça ne va pas changer. Donc là, j'ai 0,365 sur 5. Donc, si on fait ici le calcul, ben, je vais faire le calcul total. Donc, je vais juste le voir. Donc, je vais avoir ici 46 plus... écoutez, c'est une erreur. Ici, c'est un plus, c'est pas un moins, là. C'est un plus, là. On cherche la bande supérieure. C'est pas un moins, c'est un plus. On cherche la bande supérieure. Donc, c'est un plus. C'est pas un moins. Donc, ça fait plus le quantile de t. Donc là, on va chercher 0,9. Ou on peut chercher 0,14. Puis là, on peut faire lower tail false. Écoutez, là, ça donne la même chose. C'est juste, on peut épargner ça. Donc, fois SQRT. Donc là, SQRT. Donc là, on peut avoir le 0,365 sur 5. Donc là, on va avoir 46,41. Donc là, mu inférieur,
Donc là, nu inférieur à 46,41 et ça, c'est à 90% de confiance. Donc, vous voyez, on peut trouver les intervalles de confiance. Donc, puis ça sera la même chose pour tous les paramètres. Donc, en fait, ce qui est important, quel que soit le paramètre, c'est de trouver c'est quoi la fonction pivotale. C'est la fonction qui est fonction de θ et de θ chapeau dont la distribution est connue. Après ça, on trouve les bandes et on trouve le format possible. Donc, si on voit par exemple l'intervalle de confiance pour une variance sigma carré. Bon, si x suit une loi normale, avec sigma carré est inconnu et soit x1, xn un échantillon aléatoire de taille aléatoire de x, pour un niveau de confiance 1 moins alpha fixé, ben, l'intervalle de confiance bilatérale de sigma carré, c'est sigma carré et entre n-1 fois s carré sur qui2 alpha sur 2 n-1 et n-1 fois s carré sur qui2 1 moins alpha sur 2 n-1. Ça manque un point virgule ici, entre alpha sur 2 et n-1. Donc, voilà, on le trouve ici. Donc, si x suit une loi normale. Lorsque x ne suit pas une loi normale, ça prend au moins n supérieur ou égal à 40. Et là, on utilise l'approximation que S suit une loi normale de moyenne sigma et de variance, en fait, sigma carré sur 2n. Donc, ça, c'est la variance de S. Puis là, à partir de ça, on va utiliser cet intervalle de confiance. Quelque chose qu'il faut faire attention lorsque je présente ça comme ça, ici, ça ne veut pas dire que ça, c'est un intervalle de confiance pour sigma carré et ça, c'est pour sigma. Non. Ça fonctionne, chacun, il fonctionne pour sigma et pour sigma au carré. Mais par contre, celui-là est valide lorsque x suit une loi normale, celui-là est valide lorsque x ne suit pas une loi normale, où j'ai pas l'information, mais n, il est grand. Donc, vous voyez, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, les intervalles de confiance unilatéraux de niveau 1 moins alpha pour sigma carré, ben, on utilise la même chose. Donc, j'utilise une bande des deux, puis on utilise alpha au lieu de alpha sur 2. Donc, c'est ce qu'on a dit. Lorsque x n'est pas distributionnel normal, on peut utiliser l'approximation suivante. Si la taille d'échantillon est grande, supérieure à 40, on utilise que S suit une loi normale de moyenne sigma et de variance sigma carré sur 2n. On en déduit, en fait, ça. Mais ça, c'est pour sigma. Mais si j'ai besoin d'un intervalle de confiance pour sigma carré, ben, je mène les deux bandes au carré. Donc, c'est si simple que ça. Donc, écoutez, si je prends cet exemple-là, puis je reviens ici à l'exemple précédent, puis je veux savoir c'est quoi un intervalle de confiance pour la variance. Donc là, si je prends l'exemple suivant, puis je veux un intervalle de confiance pour sigma carré avec 1 moins alpha égale à 0,95. Donc là, qu'est-ce que j'utilise? Ben, j'utilise sigma carré et entre, donc là, n-1 fois s au carré sur qui de alpha sur 2 n-1, puis là, n-1 fois s au carré sur qui de 1 moins alpha sur 2 n-1. Donc là, c'était quoi s carré? On a trouvé c'est égal à 0,365 fois 4, ça fait 1,46 sur qui de, donc là, 0,054, puis ici 1,46 sur qui de 0,95, 4. Donc là, si on calcule les deux bornes, donc là, je vais prendre R, je vais le déplacer ici. Donc là, la première borne, ça fait 1,46 sur 1Q square. Donc là, le quantile de qui carré, ben ici c'est 0,95 pour ne pas écrire le lower tail. Puis là, c'est 4. Donc là, j'obtiens la borne inférieure. La borne supérieure, ben, ça va être 0,05. Puis là, ça va être 2,05. Donc là, on peut dire que ici, sigma au carré. Donc ici, sigma au carré. Oups. Ici, sigma au carré, on peut dire ça appartient à 0,15, puis ici 2,05, puis ça c'est à 95% de confiance. 90% de confiance. Donc ici on a fait 1 moins alpha égale 0,90, excusez-moi. J'ai pris le même 1 moins alpha ici, je m'excuse,
Donc, si ça a été 0,95, il faut faire 0,025 et 0,975. Donc, faites attention. Moi, ici, j'ai pris les mêmes données de cet exemple-là, le 0,90, là. Mais quand j'écris 95, je sais pas pourquoi, et que je m'excuse. Donc là, vous voyez, on peut trouver cette valeur-là, les valeurs ici directement. Donc, ceci étant dit, si on veut utiliser, par exemple, pour une proportion, donc, en fait, une proportion, c'est X suit une Bernoulli de paramètres P. Donc, certains, mais là, c'est que P, en fait, si je dis Y, c'est la binomiale N fois P. Donc, nous, P chapeau, c'est égal à Y sur N. Mais en fait, si j'utilise l'approximation que Y suit approximativement une loi normale de moyenne NP et de variance N fois P fois 1 moins P, et dans ce cas, on peut dire que P chapeau, qui est égal à Y sur N, ça suit approximativement une loi normale, ben NP sur N, ça fait P, et de variance N fois P fois 1 moins P sur N au carré, donc ça fait P fois 1 moins P sur N. Donc, c'est là qu'on peut y avoir, c'est un cas approximatif, il faut que N soit grand. Donc, à partir de ça, je peux dire que P chapeau moins P sur racine carrée de P fois 1 moins P sur N suit une loi normale 0,1. Puis là, c'est de la même manière, je vais avoir le plus ou moins Z alpha sur 2 fois la variance, mais là, je vais utiliser, je ne connais pas P, là, je vais utiliser P chapeau au lieu de P, puis j'utilise directement la formule ici. Donc, vous voyez, on peut le trouver très facilement. Ben, voilà, la formule, elle est là. Donc, les intervalles de confiance unilatéraux de niveau 1 moins alpha pour P se déduisent de celui du tableau en considérant une seule bande de l'intervalle et en remplaçant alpha sur 2 par alpha. Donc là, on peut le trouver ici, P chapeau moins Z alpha. Donc, c'est ça, P est supérieur à ça. Donc, ça, c'est la bande inférieure. La bande supérieure, P est inférieur ou égal à P chapeau plus Z alpha. Donc, on peut les déduire directement de là en utilisant Z alpha au lieu de Z alpha sur 2 et en prenant une seule borne. Donc, l'erreur d'estimation dans un intervalle de confiance pour P est de P chapeau moins P. En fait, c'est la même chose comme on a vu pour une moyenne. Donc là, à partir de ça, là, on peut trouver que P chapeau moins P, c'est toujours inférieur à Z alpha sur 2 fois la racine carrée de P chapeau fois 1 moins P chapeau sur N. Ça, c'est inférieur ou égal à E. Donc, à partir de ça, je peux en déduire que N est supérieur ou égal à Z alpha sur 2 sur E au carré, fois P, fois 1 moins P. Il y a deux cas qui se trouvent ici. Ou bien que je dispose d'une estimation intérieure, ce qu'on appelle un P0 chapeau de P. Donc, si j'ai ça, je prends cette valeur-là, ici, puis je dis N est supérieur à celle-là. Si je ne dispose d'aucune information préalable à ce P-là, donc je prends P égale à 1,5, c'est la plus grande valeur que je peux avoir, puis là, c'est P fois 1 moins P, c'est égal à 1 quart. Ça, c'est le pire cas. Donc, vous voyez, on peut le trouver. Si j'ai une estimation antérieure, je peux le faire. Sinon, c'est ça. Donc, comme vous voyez là, c'est vraiment là, c'est des exemples directs. Là, c'est du calcul direct. Il y a pas un grand problème avec ça. Ça revient au même. Donc, ce que vous devez retenir, on trouve notre fonction pivotale. À partir de ça, je peux trouver les bornes d'un côté ou l'autre. Donc, la chose la plus intéressante ici, c'est de trouver la fonction pivotale, donc ce qui est ici. Donc, dans le cas de deux échantillons, et ça c'est un cas très intéressant. Donc, lorsque on a deux moyennes, donc on a deux échantillons ou deux populations, la population X1, la population X2, qui ont des moyennes respectives mu1 et mu2 et les variances respectives sigma 1 carré, sigma 2 au carré. Donc là, l'idée, si je veux avoir un intervalle de confiance pour mu1 moins mu2, donc je veux comparer, c'est comme je veux comparer les deux moyennes. Donc là, si on prend un échantillon de taille N1 de X1 et un deuxième échantillon de taille N2 de N2, on peut calculer X1 bar, S1 carré, X2 bar, S2 carré, puis on peut trouver un intervalle de confiance pour mu1 moins mu2. Mais là, il y a différents cas possibles. Puis là, moi, c'est ça, les différentes situations sont résumées. On a 5 cas possibles, en fait. Je vais commencer par le dernier, puis je vais expliquer ça a l'air de quoi.
je vais utiliser un cas très simple. Supposons que on a deux manettes de jeu. Donc, on a deux manettes, la manette de type 1 puis une manette 2. Puis, on veut comparer le rendement de ces deux manettes-là. On peut y avoir deux cas possibles. Donc, je prends un échantillon de N1 joueurs qui utilise la manette 1, puis je prends un deuxième échantillon de N2 joueurs qui utilise la manette 2. Puis chacun de ces N1 vont donner une note, chacun de ces N2 vont donner une note, puis on peut faire la comparaison. Mais l'autre chose que je peux faire, je peux choisir un échantillon de taille N, puis chacun il va tester la manette 1, tester la manette 2 et donner un note. Ce qui est sûr, lorsqu'on se permet de faire un cas comme ça, où on dit que les données sont couplées, parce que j'aurai N couples. Donc, dans un cas où j'ai N seuls, puis qu'ils vont faire ça, donc je vais avoir joueur. Donc, joueur 1, joueur 2, jusqu'à joueur N. Ça note pour la manette 1, ça note pour la manette 2. Donc là, ici, j'ai x11, x21, x12, x22, ainsi de suite jusqu'à x1n, x2n. Donc, vous voyez, là, j'ai des données qui sont couplées parce que chaque ligne, ça représente un couple de données par le même unité expérimentale, donc qui a été fait par le même joueur. Il a donné les deux notes. Généralement, ça, c'est meilleur parce que il y a des joueurs qui sont plus tough que d'autres. Il y a quelqu'un qui est plus tough, mais sérieusement, s'il est plus tough, il va être plus tough pour les deux. Donc là, ça donne un cas qui est couplé et qui est vraiment intéressant. On ne peut pas l'avoir toujours, mais quand on l'a, comme dans des contextes comme ça, c'est plus simple, premièrement, de trouver un ensemble, un groupe de joueurs que de prendre deux groupes. Puis aussi, là, c'est plus simple comme ça. Donc, dans ce contexte-là, on a des observations couplées. Donc, ce qu'on fait ici, on va prendre une autre colonne D, puis là, j'ai D1, D2, D3, ainsi de suite, jusqu'à Dn, qui sont ces observations, où Di, c'est égal à x1j moins x de j. Donc, dj, c'est égal à x1j moins x de j. Et ça, c'est comme la différence. Puis, généralement, ça suit la loi normale. Donc, dans ce contexte-là, d bar, on dit moins mu1 moins mu2 sur sd sur racine de n suit une student à n moins 1 degré de liberté. Donc, ça, c'est le cas numéro 5, qui sont les données couplées. Donc là, si j'ai pas de données couplées, donc là, si j'ai des données couplées, immédiatement, je fais le cas numéro 5, c'est beau. Si les données ne sont pas couplées, là, je dois voir, est-ce que les variances sont connues? Si les variances sont connues, là, je sais que x1 bar, ça suit une loi normale de moyenne mu1. Oups. Ça s'accroche l'écran. Donc, ici, on sait que x1 bar suit une loi normale de moyenne mu1 et de variance sigma 1 au carré sur n1. On sait aussi que x2 bar, ça suit aussi, donc là, une loi normale. Donc, ça, c'est normal, de moyenne mu2 et de variance sigma 2 carré sur n2. Donc, à partir de ça, on peut trouver que x1 bar moins x2 bar, ça suit aussi une loi normale, c'est une somme de lois normales, de moyenne mu1 moins mu2, et de variance sigma 1 au carré sur n1, plus, donc en fait c'est plus moins 1 au carré, donc plus sigma 2 au carré sur n2. Et à partir de ça, je peux trouver ma fonction pivotale qui est x1 bar moins x2 bar moins mu1 moins mu2 sur la racine carrée de sigma 1 carré sur n1 plus sigma 2 au carré sur n2. Ça suit une loi normale 0,1. Ce qui est ici. Puis là, ça devient comme le cas normal et j'utilise ça directement. Donc là, c'est le cas où je connais les variances. Si les variances ne sont pas connues. Donc là, si les variances ne sont pas connues, qu'est-ce que je fais? Le cas, c'est la première chose. Est-ce que les xi, est-ce que ça suive des lois normales? Donc, si xi suivent des lois normales, si ça ne suit pas la loi normale, donc si xi ne suit pas les lois normales, là, je vais utiliser le cas approximatif
ou ben, il faut y avoir des tailles d'échantillons assez grands pour dire que ça suit approximativement une loi normale 0,1. Là, si les xi suivent une loi normale, si j'ai une loi normale, il y a deux cas. Est-ce que sigma 1 égale à sigma 2? Parce que là, quel que soit, S1 et S2 vont être différents. Même si sigma 1 égale à sigma 2, nous allons obtenir deux variances échantillonnales différentes. Alors que si on me donne l'information que les deux variances sont égales, il est plus prudent d'utiliser, ou il est meilleur même d'utiliser une valeur commune de la variance. Donc, si sigma 1 égale à sigma 2, j'utilise pas S1 et S2. Dans ce cas, j'utilise SP. Donc, SP au carré, c'est égal à N1 moins 1 fois S1 au carré, plus N2 moins 1, excusez. Je vais l'écrire en bas, là. Je vais le passer ici. Donc là, si j'utilise ça, donc SP au carré, c'est égal à N1 moins 1 fois S1 au carré, plus N2 moins 1 fois S2 au carré, sur N1 plus N2 moins 2. Donc, ce qui est donné ici. Donc, ici, le but, c'est si j'aurai l'information que les variances sont égales, il faut utiliser une variance commune parce que je n'utilise pas des variances différentes. Donc là, j'obtiens, c'est ça la fonction pivotale en utilisant SP. Si elles sont différentes ou j'ai pas l'information, je vais utiliser ça. Puis le nombre de degrés de liberté est donné avec cette formule-là. Donc, vous voyez, c'est ce tableau-là qui est important. Donc, moi, personnellement, quand je fais ça, là, c'est comment je le fais? J'utilise un petit arbre, là. Est-ce que les données couplées? Donc, données couplées. Si les données sont couplées, donc là, c'est ça la question que je pose. Oui, c'est le cas numéro 5. Non? Donc là, je pose la question, est-ce que les xi suivent une loi normale? Donc ici, non. Sinon, K4 si N1 et N2 sont grands. Donc là, c'est sinon. Si oui, maintenant, si les xi suivent une loi normale. Donc là, ici, est-ce que sigma 1 égale à sigma 2? Donc si oui, c'est le cas numéro 2. Si c'est non, c'est le cas numéro 3. Vous voyez, c'est comme ça moi, que je fais pour utiliser ça. Excusez-moi, là, ici j'ai manqué une. Je m'excuse, là. Ici, ça manque. Est-ce que sigma i connu? Excusez. Donc ici, c'est est-ce que sigma i sont connus ou pas? Donc ici, si c'est non, c'est ça. Puis si c'est oui, c'est le cas numéro 1. J'ai oublié ce cas-là. Donc ici, vous voyez, les données sont couplées. Si c'est oui, c'est le cas numéro 5. Sinon, est-ce que les variances sont connues? Donc sigma i carré. Si c'est oui, c'est le cas numéro 1. Si c'est non, est-ce que les xi suivent des lois normales? Si c'est non, il faut que N1 et N2 soient grands, puis j'utilise le cas 4. Si xi suit la loi normale, est-ce que les variances sont égales ou pas? Si c'est égal, c'est le cas numéro 2. Si c'est pas égal, c'est le cas numéro 3. Donc là, on peut obtenir un résumé de tout ça. Donc, en fait, les intervalles donnés dans le tableau sont bilatéraux et symétriques, c'est la même chose. Pour un niveau de confiance 1 moins alpha fixé, les intervalles du tableau sont les plus courts. Donc, les intervalles unilatéraux se déduisent de la même manière de ce tableau-là. On considère toujours une seule bande et on remplace alpha sur 2 par alpha parce qu'on utilise un seul côté. Donc, c'est la même chose comme pour les autres. Donc, l'erreur d'estimation dans un intervalle de confiance pour la différence de mu1, mu2, écoutez, là, c'est la même chose. C'est x1 bord, moins x2 bord, moins mu1, moins mu2. Lorsque les variances sigma 1 carré et sigma 2 carré sont connues, on peut déterminer une taille d'échantillon nécessaire 1. La même pour les deux, en utilisant la formule suivante. Donc, c'est pratiquement la même chose qu'on a utilisé pour une moyenne et pour une proportion. Puis là, il faut que tout ça soit inférieur à E. Donc, si on résout cette équation-là, puis on trouve n est supérieur ou égal à ça.
Donc, c'est vraiment, c'est exactement la même chose. Donc, on fait un petit exemple. Une analyse statistique descriptive des données sur les mesures de diamètre en centimètres des pièces produites par deux chaînes de production A et B a donné les données suivantes. Donc là, ici, on a pris, donc ici, X1, c'est le diamètre des pièces produites par la chaîne A, X2, celle de la pièce 2. Donc ici, on a pris N1 égale 51, N2 égale à 51. On a pris X1 bar, X2 bar, S1 et S2. Puis là, on est dans quel cas? Est-ce que ces données sont couplées? Ce qui est sûr, sont pas couplées. On a pris un échantillon de la pièce A, un autre échantillon de la pièce B, de la chaîne B. Les données sont indépendantes, sont pas couplées. Donc là, est-ce qu'on connaît sigma carré? Donc là, sigma et carré ne sont pas connus. Donc là, si je continue avec ça, est-ce que les variables suivent une loi normale? Ben là, j'ai pas cette information, non. Est-ce que N1 et N2 sont grands? Oui. Donc, c'est le cas numéro 4. Donc, ici, c'est le cas numéro 4. Donc là, XI, ben, je sais pas si ça suit une loi normale. Non, je sais pas, en fait. Le sigma 1 et sigma 2 sont inconnus. Donc, je connais pas les écarts types. Donc là, c'est le cas numéro 4. Donc, c'est quoi la fonction pivotale? Donc, on va utiliser x1 bar ici. x1 bar moins x2 bar moins mu1 moins mu2 sur racine carrée de S1 au carré sur N1 plus S2 au carré sur N2. Ça suit approximativement une loi normale 0,1. Puis là, si on veut y avoir notre intervalle de confiance, donc ça va être mu1 moins mu2, ça appartient à x1 bar moins x2 bar, plus ou moins z alpha sur 2 fois racine carrée de S1 au carré sur N1 plus S2 au carré sur N2. Donc, vous voyez, et on peut le trouver directement, notre intervalle de confiance. Donc là, si je prends 1 moins alpha égale à 0,95, donc ici, on cherche Z alpha sur 2 qui est Z de 0,025. Donc là, on peut utiliser directement ici le R. Donc là, je vais utiliser R ici. Donc là, c'est quoi la première valeur? Donc c'est X bar qui est 1.375147 moins. Donc Z alpha sur 2, ben, je peux dire Q norme. Donc ici 0.025 sans faire le lower tail. Donc là, par défaut, c'est 0,1 lower tail true, donc je fais le point inférieur. Donc là, ici, je dois faire plus. Parce que c'est toujours 0,975, je fais ça, excusez-moi. Donc, pour ne pas écrire 0,025. Donc, point SQRT, donc la racine carrée, square root. Donc, S1 au carré, donc S1 c'est égal à 0.000167 au carré sur 51, plus S2, ça fait 0.000172, donc au carré sur 51. Là, on trouve la valeur. Donc là, si je prends la valeur supérieure, donc là, j'ai juste à changer plus, puis je vais le trouver. Donc là, si vous voyez ça, là, c'est tellement, donc là, si on peut utiliser ici la valeur aussi, c'est 1,96. Je ne l'ai pas calculé ici, mais je la connais. Donc là, on peut dire ici que mu1, excusez-moi là, j'ai fait une erreur. Ben, j'ai pas fait une erreur, mais j'ai oublié de mettre ici moins. Donc, c'est x1 bar moins x2 bar. Donc, c'est moins 1.37 49 82.
Donc c'est ça, puis ici c'est un plus. Moi je dis pourquoi c'est une grande valeur. Donc là, ça qui est plus. C'est ici qui est plus. OK. Donc là, c'est ça notre intervalle de confiance. Donc là, mu1 moins mu2, ça appartient. Donc ici, mu1 moins mu2, ça appartient à. Donc là, le borne supérieur, ça fait 9,92 fois 10 exposant moins 5. Et la borne supérieure, ça fait 0,23. Donc vous voyez, on peut trouver les deux bornes directement. Puis tout ça, c'est au niveau de confiance à, ici, qu'est-ce qu'on a dit, à 95% de confiance. Donc, vous voyez, on peut trouver directement la valeur comme ça. Donc, ceci étant dit, on peut trouver l'intervalle de confiance, comme je dis, directement. Donc, si on prend la 10e question, on veut un intervalle de confiance avec juste une borne inférieure. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est mu1 moins mu2. Donc là, oups. Raison que chinois, là, la tablette, des fois, elle ne fonctionne pas. Donc là, on dit on veut la borne inférieure, donc c'est supérieur ou égal. Donc x1 bar moins x2 bar. Tout ça moins. Donc z alpha fois racine carrée de S1 au carré sur N1 plus S2 au carré sur N2. Donc, on peut le faire directement. Donc là, je vais utiliser la même chose. Donc, c'est le moins, c'est la borne inférieure. Donc, elle est là. Donc, la seule chose que je vais changer, c'est Z alpha ici, au lieu de Z alpha sur 2. Puis, bon, je vais trouver que ici, mu1 moins mu2, donc mu1 moins mu2, elle est supérieure ou égale donc à 0,000 0,11, disons. Puis ça, c'est à 95% de confiance. Donc, vous voyez, on peut trouver des bornes inférieures ou des bornes supérieures. On utilise toujours ces utilisations directes de formules. Donc, l'intervalle de confiance pour le rapport de deux variances. Donc, sigma 1 carré, sigma 2 carré, en fait, si x1 et x2 suivent toutes les deux des lois normales, donc ça, c'est le cas standard. Il y a un cas approximatif aussi, là, que je trouvais dans le livre, mais moi, je vais présenter juste celui-là, mais ça revient au même. Donc, là, on utilise le cas que S1 au carré sur N1 au carré, donc le dernier qu'on a utilisé dans le contexte des lois d'échantillonnage. Donc là où on dit S1 au carré sur sigma 1 au carré sur S2 au carré sur sigma 2 au carré, ça suit une fiche N1 moins 1, N2 moins 1. Donc c'est ça le cas, c'est ça la fonction pivotale. Puis écoutez, là, on obtient directement ça. Faites attention, c'est N2 moins 1, N1 moins 1 ici parce que c'est inverse, c'est comme ici, c'est sigma 2 carré sur sigma 1 carré. Donc, si on a sigma 1 carré sur sigma 2 carré, ça fait l'inverse. Donc, voilà la formule, c'est ça la bonne formule à utiliser. Donc, ici, on dispose de deux méthodes A et B pour fabrication d'un produit. On s'intéresse au temps nécessaire pour fabriquer une unité de produit. Une analyse statistique descriptive a donné les résultats préliminaires suivants. Donc là, on a la méthode A et la méthode B. On a pris un échantillon de taille 12 de la méthode A, un autre de taille 16 de la méthode B. On a trouvé les S, les écarts types de l'échantillon 0,85 dans le cas de A et 0,98 dans le cas de B. On dit soit X1 le temps requis pour le procédé 1 et X2 le temps requis pour le procédé B. On donne X1 suit une loi normale mu1 sigma 1 carré et X2 suit une loi normale mu2 sigma 2 carré. Si on veut un intervalle de confiance au niveau de confiance 1 moins alpha 90%. Si on dit rien, c'est bilatéral. Donc là, on sait que sigma 1 au carré sur sigma 2 au carré, ça c'est entre, donc voilà, on va utiliser directement la formule ici. C'est toujours S1 au carré sur S2 au carré, fois fiche 1 moins alpha sur 2, N2 moins 1, N1 moins 1.
qu'ici S1 au carré sur S2 au carré, fiche alpha sur 2, N2 moins 1, N1 moins 1. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, écoutez, là, si on fait directement, ben, je vais utiliser, je vais faire la formule, quand même, je vais le détailler un petit peu. Donc là, S1, c'est égal à 0,85 au carré sur 0,90 au carré. Puis là, c'est Fisher, 1 moins alpha sur 2, c'est 0,9, donc ça fait 0,95. N2 moins 1, ça fait 15. N1 moins 1, ça fait 11. Donc là, ici, 0,85 au carré sur 0,98 au carré. Donc Fisher, 0,05, donc 15, 11. Donc vous voyez, c'est tout ce qu'on a à calculer. Donc là, si on prend R ici, donc on cherche la première, donc on a 0,85 au carré sur 0,98 au carré fois Fisher, donc c'est fait QF, le quantile de Fisher. Donc là, c'est 0,05. Je fais un moins pour ne pas faire le lower tail. Donc là, 15 et 11. Puis là, je trouve la première borne. Puis là, la deuxième borne, c'est juste, ça fait ici 0,95. Et je trouve la deuxième borne. Donc là, je peux dire directement que sigma 1 au carré sur sigma 2 au carré, ça appartient à 0,3 et 2,04 et ça c'est à 90% de confiance. Donc vous voyez, on trouve notre intervalle de confiance à 90%. Donc là, une chose qui est très importante des fois, là, c'est quand on veut interpréter un tel résultat. Si je veux interpréter ce résultat, la première chose qui saute aux yeux, est-ce que 1, ça fait partie de l'intervalle de confiance? En fait, si je veux comparer les deux, je veux savoir s'ils sont égales ou pas. S'ils sont égales, le rapport devrait être 1. Est-ce que 1 appartient à l'intervalle de confiance ou pas? Oui. Donc, je ne peux pas éliminer le cas où les variances sont égales. Donc là, si je vois le cas précédent, par exemple, si je vois le cas des deux moyennes, là, le cas que j'ai fait tantôt, là, regardez ici, mu1 moins mu2. En fait, si les deux moyennes sont égales, qu'est-ce que je devrais obtenir? Donc, si les deux sont égales, la différence devrait être nulle. Est-ce que 0 appartient à l'intervalle de confiance? Ici, je vois que les deux valeurs sont positives. Et là, ça, si j'ai à commenter un résultat comme ça, on va le voir lors des tests d'hypothèse, on va y arriver à ça. Mais là, c'est juste, on introduit ça un petit peu. Dans un cas comme ça, on voit si 0 appartient pas. Ben, ça appartient pas. Donc, j'ai pas de confiance que 0 est là. Je peux pas faire confiance à ce que ces deux moyennes sont égales. Alors qu'ici, pour le cas de variance, j'ai une certaine confiance que les deux variances pourraient être égales. Donc, d'autres problèmes d'estimation par intervalle, là, c'est plus utilisé, c'est l'intervalle de prévision. En fait, l'intervalle de confiance, c'est vraiment, ça me donne que la moyenne est entre temps et temps. C'est la moyenne. Mais est-ce que cela veut dire que ma production est dans cet intervalle ou pas? Non. Donc ça veut dire que c'est la valeur moyenne ou la valeur variance. Mais là, à certains moments, on s'intéresse à prédire une prochaine valeur de la production, une prochaine valeur de la population. On fait soit x1 et xn un échantillon aléatoire d'une variable aléatoire x de loi normale. Donc, il faut que ça soit une loi normale dans ce contexte-là. On cherche parfois à prédire la future observation. Disons l'observation xn plus 1 de x. En fait, n'importe quelle prochaine observation. Cette observation, on l'estime ponctuellement par x bar. Pour un niveau de confiance 1 moins alpha fixé, l'intervalle de confiance pour xn plus 1, en fait, c'est xn plus 1, ça appartient à x bar, plus ou moins t alpha sur 2 n moins 1 fois racine carrée de s carré facteur de 1 plus 1 sur n. Donc, vous voyez, c'est pas s carré sur n, c'est pas s carré fois 1 sur n, s carré fois 1 plus 1 sur n. Donc, la variabilité pour un intervalle de prévision ou de prédiction est beaucoup plus grande. Donc, les intervalles unilatéraux de niveau de confiance 1 moins alpha, ça, on peut dire 1 moins alpha, c'est une erreur, donc sont les suivants. Donc, on utilise alpha au lieu d'alpha sur 2, puis on utilise une seule barre.
Donc, donc si on fait un petit exemple. Donc là, on a mesuré au cours de 10 vols l'accélération maximale en G, l'accélération gravitationnelle d'un avion de ligne assurant une certaine liaison, et voici les résultats obtenus. Donc là, ici, notre variable x, c'est l'accélération maximale. L'accélération maximale d'un vol. Donc là, on a trouvé ces valeurs-là. Donc là, à partir de ces valeurs, on a x bar, on peut utiliser R, on peut trouver ça, mais là, on facilite la tâche. X bar 1,667 ou 666, S égale 0,273. Donc là, donné un intervalle de prédiction de l'accélération maximale, donc là, l'accélération maximale, c'est pas, on cherche pas la borne maximale, mais c'est la variable. Donc là, ici, on va dire x11, elle est entre, donc x bar moins t alpha sur 2 n moins 1 fois s sur racine de n, x bar plus t alpha sur 2 n moins 1 fois s sur racine de n. Est-ce que je peux utiliser ça? Techniquement, non. Parce qu'il faut que x suit une loi normale. Donc, vous voyez là, moi je l'ai dit, mais normalement, j'ai pas le droit. Donc là, je peux dire, là, ici, on suppose que x suit une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré. On va voir plus tard dans le cours comment on peut vérifier ça. Là, pour le moment, on peut pas le vérifier, mais on peut juste l'utiliser comme ça, là, mais on va voir au chapitre suivant, là, comment on peut faire ça. Excusez, là, c'est des fois, là, mon crayon accroche. Donc, ici, on suppose que x suit une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré. Donc là, dans ce cas, x11, ça appartient à, donc ici 1,666 ou 667, moins t alpha sur 2, donc on n'a pas donné un mot alpha, donc ici on suppose aussi que alpha égale 0,05. Donc, faites attention. Lorsqu'on ne le donne pas, c'est à nous il y a beaucoup de suppositions des fois, mais on va voir dans la suite des choses comment on peut faire ça. Donc ici 0,025, n-1 ça fait 9, s ça fait 0,273 sur racine de 10. Puis ici la même chose, 1,666 plus t 0,025, s c'est 0,273 sur racine de 10. Donc là, on prend R. C'est notre outil de calcul, c'est 1.666 moins, donc c'est une student. Donc je vais utiliser toujours un mot alpha pour ne pas à calculer chaque fois, pour ne pas écrire chaque fois le l'OT. Donc S, ça fait 0.273 sur racine de 10. Donc là, on obtient directement ça, puis l'autre, là, ça va être plus au lieu de moins. Puis voilà, on trouve, donc ici, on va trouver que x11 appartient à, donc ici 1,47 et 1,86, et ça, c'est à 95% de confiance. Donc, vous voyez, c'est toujours, on a un niveau de confiance qui est toujours là. Donc là, le prochain, le dernier intervalle qu'on va voir, c'est l'intervalle de tolérance. En fait, l'intervalle de tolérance, c'est aussi une statistique d'une variable aléatoire x. C'est un intervalle qu'on calcule à partir des données d'un échantillon aléatoire x1, xn de x. C'est contient au moins un pourcentage Q. Là, ici, on veut y avoir un niveau de confiance 1 moins alpha, mais on veut une couverture Q. Je veux pas que ça couvre toute la population ou tout l'échantillon. Je veux que ça couvre 90% ou 95% ou 99% de la population. Donc, avec bien sûr une grande probabilité 1 moins alpha. Donc, le coefficient qui est le coefficient de confiance. On distingue deux méthodes selon que x suit une loi normale ou pas. Je ne présente pas la loi normale, c'est un cas très particulier, puis il y a des constantes, il faut les trouver et tout. Je vais le sauter, mais je vais vous présenter le cas
ou le cas général, qu'on peut utiliser que ça soit une loi normale ou pas, c'est ce cas-ci, lorsque X est distribué sur une loi quelconque, mais de type continu. On considère que X minimum, la plus petite valeur et la plus grande valeur de l'échantillon, ça, c'est comme l'intervalle de tolérance. Donc, toujours, notre intervalle de tolérance, c'est la valeur min et la valeur max de l'échantillon. Le taux de couverture Q et le niveau de confiance 1 moins alpha de cet intervalle sont tels que. Donc, si je connais P, grand P qui est le taux de couverture, je peux calculer 1 moins alpha avec ça. Donc là, je peux fixer le taux de couverture que je veux et avec ça, je calcule 1 moins alpha. Donc, je peux choisir, par exemple, une couverture de 99,99%. Puis là, c'est sûr, je vais trouver 1 moins alpha qui est petit. Puis ça dépend de la taille n. Ou bien, je peux utiliser une couverture de 50% et 1 moins alpha qui est presque grand. Donc, l'idée, c'est qu'on trouve un équilibre. On doit trouver une couverture assez élevée avec une confiance assez intéressante. Donc, c'est ça le plus important. Donc, on a deux possibilités. Ou bien qu'on connaît Q, le taux de couverture, et on calcule 1 moins alpha. Ou bien, on connaît, lorsque 1 moins alpha et P sont connus, ou bien d'avance, je dis, ben, je veux une confiance de 95%, une couverture de 99,99%. Puis avec ça, je veux déterminer quelle taille d'échantillon me prend. Puis là, c'est sûr, là, plus je veux Q et 1 moins alpha grand, plus ma taille d'échantillon va être assez élevée. Donc, bref, ça c'est un cas très très particulier, là, mais je tenais à le présenter. Donc, avec ça, on a fait toute la partie de l'estimation. Donc, ça finit ce chapitre-là. Donc, la prochaine vidéo, on va voir les tests d'hypothèse. Donc, merci beaucoup pour vos écoutes. Au revoir.